Lorsque Camilla a discrètement déplacé les bijoux de la reine Élisabeth dans les appartements de sa propre famille, elle ne se doutait pas que le roi Charles découvrirait bientôt la vérité. Et ce qu'il a fait ensuite a ébranlé la monarchie dans ses fondements mêmes. La reine Élisabeth a vécu une longue vie de service, son règne a été une promesse fidèlement tenue, et son décès a été pleuré dans le monde entier. Le 4 mai 2025, 3 ans après ses funérailles nationales historiques, le monde semblait avoir tourné la page. Les bandeaux noirs de deuil avaient été rangés, le palais s'était à nouveau drapé d'or et de cramoisis, et même si le chagrin persistait dans ses couloirs, le devoir avait poussé la monarchie à aller de l'avant. Mais derrière les portes du palais, quelque chose a terriblement mal tourné, quelque chose d'assez puissant pour modifier l'histoire elle-même. Selon la tradition royale, les biens les plus personnels de la reine défunte. Ses bijoux, ses documents privés, ses lettres manuscrites et certains objets de famille ont été scellés sous clé. Protégés par la loi, ils devaient rester intacts pendant près d'un siècle, préservés par le Royal Collection Trust en tant que documents historiques et propriétés souveraines. La chambre forte ne serait pas ouverte de ce vivant. C'est du moins ce que l'on croyait. En ce paisible mercredi matin, Donald Walton, le trésorier royal, arrive à Buckingham Palace avec un rapport inquiétant. Plusieurs objets appartenant à Sa Majesté ont disparu. Parmi eux, la broche de jubilé en saphir qu'elle portait lors de sa 65e année, sur le trône le collier de perles à double rang qu'elle avait choisi pour les funérailles de la princesse Diana en 1997, et plus troublant encore une paire de journaux intimes écrits à la main. Peu de gens connaissaient l'existence de ces journaux, des réflexions privées datant des jours sombres de la fermeture du Covid-19 et contenant des lettres écrites à ses héritiers. Lorsque la nouvelle est parvenue au prince William et à la princesse Anne, le palais a été plongé dans la tourmente. Il ne s'agit pas d'un simple vol, mais d'un scandale qui ne demande qu'à éclater. Walton a été conduit dans une salle de briefing sécurisée, la même salle souterraine utilisée autrefois pour la planification en temps de guerre. Anne, sévère et inflexible, exige des réponses. Depuis combien de temps ces objets sont-ils sous votre garde? Depuis septembre il y a 2 ans, balbutie Walton. Tout était scellé à double tour. Rien ne devait bouger. William se penche en avant. Alors comment expliquez-vous que les trésors de ma grand-mère aient disparu? La voix de Walton tremble. Votre Altesse royale, je vous jure qu'il doit y avoir eu une violation délibérée. Je ferai tout ce qu'il faut pour trouver le coupable. C'est un affront à la couronne elle-même. Mais à Buckingham Palace, les bonnes intentions ne suffisent jamais. Lorsque le rapport atterrit sur le bureau du roi Charles, celui-ci se lève de sa chaise avec un poids délibéré. Son visage est pâle, mais ses mots sont d'acier. Il ne s'agit pas de bibelots, a-t-il déclaré. Il s'agit de l'héritage de ma mère et du mien. Convoquant à nouveau Walton dans ses quartiers privés, Charles lui donne une directive qui fait froid dans le dos. Vous trouverez les responsables. Toute tentative d'adoucissement, de dissimulation ou de politisation sera considérée comme une trahison. Ne me décevez pas. Toujours insatisfait, le roi a convoqué un conseil privé plus tard dans l'après-midi. À 16 heures précises, 4 membres de la famille royale se sont réunis dans la salle de crise, le prince William, la princesse Anne, le prince Édouard et la reine Camilla. Les assistants de confiance ne s'attardent qu'en périphérie, ayant juré de garder le silence. Charles prend la parole en premier d'un ton sec et froid. Les biens de la reine ont été manipulés. Je veux des réponses, pas de la presse, pas des tribunaux, mais de nous. Un silence inquiet s'installe dans la salle. Enfin Camilla, assise à la droite du roi, le rompt. Peut-être devrions-nous commencer par le trésor lui-même, dit-elle d'une voix calme mais précise. Avons-nous envisagé la possibilité que M. Walton soit impliqué? Walton ait été impliqué ou du moins aidé. Le prince Édouard plisse les yeux. Vous suggérez que le trésorier les a volés. Camilla hausse légèrement les épaules. Je dis qu'il ne faut rien exclure. Des trésors comme ceux-là ne disparaissent pas comme ça. Oh!
William acquiesce la mâchoire serrée. Mais sous la surface, les soupçons se déplacent déjà, et pas seulement à l'égard du trésorier. Ce qui se passe ensuite dans cette chambre ne révèle pas seulement les bijoux manquants, mais aussi une trahison qui menace de fracturer la monarchie elle-même. Elle n'a pas tort. Nous ne pouvons pas ignorer cet angle. Il n'était peut-être pas seul. Charles tapote ses doigts sur la table en chaîne. Je ne pense pas qu'à cet âge-là, cela m'aurait été fatal. Il demanderait à Winston comment il s'en sort. Vous me demandez d'interroger le trésorier royal en public. La voix d'Anne est devenue tranchante. Absolument pas. Pas après ce qui s'est passé avec Margaret Stafford en 89. Une fausse accusation a failli détruire sa vie. Personne dans la maison royale n'oserait prendre la moindre épingle. Je suis d'accord, a ajouté Edward. Nous devons agir avec prudence. Si nous accusons l'un des nôtres et que l'affaire s'ébruite, cela déclenchera une nouvelle tempête de feu. Un silence tendu s'installe dans la salle. Finalement, Charles acquiesce. Il était clair qu'il avait pris une décision. Nous laissons le Trésor public mener son enquête interne, tranquillement. Mais nous menons la nôtre sous l'autorité royale. Il me rendra compte directement, et personne en dehors de cette pièce ne le saura. À 17 heures précises, Charles convoque Sir Clement McAllister, directeur en chef de la sécurité royale, dans son bureau personnel. Fort d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine du renseignement, Clément a servi sous les ordres de la reine et de l'ancien Premier ministre lors de crises internationales. Seules 3 personnes étaient présentes, Clément, Charles et Camilla. Charles se tient près de l'âtre vêtu simplement d'un gilet bleu marine et d'un pantalon gris. Camilla s'est assise sur le côté silencieuse mais vigilante. Clément dit « Charles, nous sommes en présence d'une violation de la plus haute importance et nous ne pouvons pas faire confiance aux chaînes de commandement habituelles. Je vous nomme à la tête d'une sonde privée de la sécurité royale. En toute discrétion, tu ne feras de rapport qu'à moi. » Il lui a ensuite raconté toute l'histoire, après quoi Clément a hoché la tête d'un air entendu. « Compris, Votre Majesté. Dès les premières conclusions dans les 10 jours. Rapport complet dans 30 secondes. Et si je découvre des vérités gênantes ?» demande Clément. Le visage de Charles se durcit. « Alors nous les affronterons, peu importe qui est impliqué. » Le lendemain, jeudi 5 mai 2025, l'histoire était partout. Les médias du Royaume-Uni, et d'ailleurs, ont été inondés de titres tels que « Héritage royaux disparu »,« Palais en crise »,« Trésor de la reine Élisabeth disparu »,« Buckingham mom »,« Où sont les bijoux et qui les a pris ?» Et comme d'habitude, l'Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il a spéculé. Les théories du complot ont fleuri comme les mauvaises herbes du printemps. S'agissait-il d'un coup monté de l'intérieur d'une distraction politique ou pire encore d'une dissimulation? Les gens avaient besoin d'une réponse. La situation était si grave qu'en une seule matinée, M. Donald Walton a tenu 7 points de presse, tous plus désespérés les uns que les autres. Donald Walton a tenu 7 points de presse, tous plus désespérés les uns que les autres. Son ton est devenu défensif, puis erratique, puis vide. Bientôt la presse ne le croit plus du tout. Certains se sont même moqués de lui. « Cet homme n'est même pas capable d'attacher une broche », s'est exclamé un titre. Pour stabiliser le récit qui s'effondre, la famille royale a envoyé le prince William. Il est apparu calme, vif. Il s'est présenté devant les caméras à l'extérieur de Clarence House et a fait une déclaration. L'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie de la part des autorités royales internes et externes. L'individu responsable sera identifié et appréhendé. L'héritage de Sa Majesté sera protégé à tout prix. Il s'incline. Il est parti. Aucune question n'a été posée. Mais ce n'était pas ce que voulait le public. Il ne voulait pas de dignité. Il voulait des noms. Cependant, derrière les murs du palais, la pression continue de croître. Le délai de 10 jours fixé par le roi Charles pour les conclusions préliminaires s'écoule rapidement. 3 jours se sont écoulés. Il n'en reste plus que 7, et toujours pas de réponse. Donald a parcouru toutes les pages des registres d'entrée et de l'inventaire du trésor. Rien d'irrégulier, rien ne manque dans les documents. Sur le papier, tout semblait parfait, sauf que ce n'était pas le cas.
Sir Clement McAllister, qui porte désormais le poids d'une couronne sur ses épaules, a interrogé tous les fonctionnaires de l'étage du Trésor royal, y compris Donald, les gardes, les commis et les assistants, tout le monde. Mais rien ne tenait, rien n'a bougé, pas d'empreinte digitale, pas d'alarme de violation, pas de dysfonctionnement. Le palais était hermétique. Et pourtant, les bijoux avaient disparu. Alors, qui a vraiment pris les bijoux? Restez à l'écoute pour en savoir plus. 7 jours exactement se sont écoulés depuis le début de l'enquête. Ce soir-là, alors que le palais se vide pour la nuit, Sir Clement reste dans son bureau au mur de verre, au fond de l'aile est. Le soleil pénètre par les fenêtres, la lumière est faible. Il regarde les dossiers encore et encore. Tout n'aboutit à rien. Alors qu'il s'apprête à fermer, il appelle son équipe de 7 personnes. Tout le monde se retrouve dans la salle des archives dans 20 minutes, dit Clément dans les coms. Nous ne rentrerons pas chez nous tant que nous n'aurons pas une putain d'avance. Ils se sont réunis dans un sous-sol sans fenêtre sous le palais de Buckingham, une longue pièce en béton, bordée d'armoires en acier et de moniteurs de sécurité. Ils ont passé en revue chaque feuille d'entrée, chaque registre de service et chaque rapport d'équipe. Rien, jusqu'à ce que 2:03 AM se produise. Une débutante du nom de Donna était assise par terre, les jambes croisées, son ordinateur portable posé sur ses genoux, et murmurait à moitié pour elle-même. « Attendez, ça ne colle pas. » Elle s'est penchée, puis s'est levée, puis a couru. Clément, elle a appelé. Vous allez vouloir voir ça. Tout le monde s'est rassemblé lorsqu'elle a pointé du doigt une feuille de registre scannée. Regardez le journal de bord de ce garde. 27 avril 2025. Il a pointé à 3:49 AM. Mais son service n'était pas censé commencer avant 6 heures du matin. Et il n'y a pas de registre de fermeture, pas de suivi, pas de remarques, rien. Son nom demanda Clément soudainement réveillé. R. Alton, Robert Alton. Il faisait partie du premier lot, a déclaré un autre membre de l'équipe en feuilletant les dossiers. Mais il n'a rien dit d'inhabituel. Il a passé son contrôle de sécurité. Pas de drapeau. Alors nous avons raté quelque chose, a marmonné Clément. Réveillez tout le monde avant 8 heures du matin, le vendredi 12 mai. Clément avait déjà appelé Donald Officer. J'ai besoin du profil complet et du dossier de contact de Robert Alton. Alton, répète Donald. Bien sûr. Donnez-moi juste un instant. 2 minutes plus tard, la voix de Donald revient sur la ligne. Calme mais curieux. Oui, je l'ai. Robert Alton, dixan de service. Un casier judiciaire vierge. Pourquoi il est convoqué? Pour un interrogatoire. Ce matin. J'ai compris. Dois-je le prévenir? Non, a dit M. Clément. Je le ferai. Plus tard dans la matinée, Alton est amené sous des ordres discrets. La pièce était vide. Une seule chaise. Un enregistreur. Clément et Donna se sont assis en face de lui. Robert Clément a commencé. Nous avons examiné vos registres d'entrée. Racontez-nous ce qui s'est passé le matin du 27 avril. Vous avez pris votre service avec près de 2 heures d'avance. Alton cligna des yeux. Ses yeux s'écarquillent. Il se déplace sur son siège. J'étais juste en avance. Je suis entré. J'ai parcouru les couloirs. J'ai fait ma tournée. Avez-vous déposé un rapport? J'ai oublié. J'étais fatigué, je suppose. Vous dites que vous avez oublié le protocole. Après 10 ans de service, Alton avait l'air acculé. Nous pouvons vous suspendre, a ajouté Donna. Vous retirez votre badge. Et même vous inscrire sur les listes de sécurité nationale. Ces mots ont brisé toute forme de résistance. Puis il a prononcé les mots qui ont choqué tout le monde. Continuez à regarder pour savoir ce qui s'est passé ensuite. D'accord, a-t-il dit, la voix fêlée. Écoutez, je ne savais pas que ce que je faisais était mal. On m'a dit que c'était de la part de la couronne. Je le jure sur le traitement de ma femme, je ne l'aurais jamais fait autrement. Clément ne bouge pas. Froid. Je ne sais pas. J'ai reçu un appel. Pas de nom. Juste une voix. Elle a dit qu'il s'agissait d'une instruction urgente. De l'étage. Ordres royaux. Vous voulez nous faire croire que quelqu'un vous a appelé, vous a dit d'entrer dans le trésor, et que vous l'avez fait. Il connaissait mon nom. Mon poste. L'école de ma fille.
Ils ont offert une somme d'argent suffisante pour payer le traitement du cancer de ma femme. Et ils ont dit que c'était sanctionné. Il y eut un long silence dans la pièce. Puis, Donna posa la question que personne n'osait poser. Ont-ils mentionné un nom? Un titre Halton a marqué une pause puis a dégluti, et ils n'ont pas donné de nom. Ce n'était que le numéro, je le jure. À ce moment-là, Clément s'est penché. Ses yeux se sont rétrécis. Robert, dit-il fermement, pouvons-nous voir votre journal d'appel de ce jour-là? Robert acquiesce pâle et vaincu. Bien sûr, tout est là. 27 avril. 322, année monsieur numéro inconnu. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé. Clément a fait signe à Donna qui a consulté le registre. Le numéro était là. Une ligne non enregistrée mais active. Sans perdre de temps, ils l'ont appelé. Une jeune femme a répondu. Elle dit bonjour d'une voix calme et maîtrisée. « Je suis le chef de la sécurité, Sir Clement McAllister, » dit-il en s'identifiant. « Qui est mon interlocuteur ?» Il y eut une pause, puis un déclic silencieux. L'appel a été interrompu. Donna était déjà en train de le tracer. En l'espace de quelques minutes, ils ont obtenu un ping GPS. L'appel provient du palais de Buckingham. Le sang de Clément se glace. L'appel venait de l'intérieur. Donna a hoché lentement la tête. Oui, il ne s'agissait pas d'une opération extérieure. C'est quelqu'un à l'intérieur de ces murs qui a passé cet appel. C'est à ce moment-là que Clément a compris que cette affaire le dépassait largement. L'opération a été orchestrée depuis une position de pouvoir. Quelqu'un qui savait comment contourner le protocole. Quelqu'un qui pouvait manipuler un garde loyal avec une femme malade et le faire au nom de la couronne. Il savait ce qu'il avait à faire. Il est allé directement voir le roi, et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. À 16h30 ce même vendredi, Clément se tient devant le roi Charles dans son bureau privé, visiblement ébranlé. L'air de la pièce est chargé de tension. Charles leva les yeux de son bureau, où ses lunettes reposaient sur un dossier relié en cuir. « Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « Votre Majesté, commença Clément. Il a ensuite raconté l'ensemble de l'enquête, avant de déclarer « Nous avons retrouvé la trace de l'appel qui a demandé à Robert Halton de forcer la chambre forte. Il provenait de l'intérieur du palais de Buckingham. » Charles se fige. Sa mâchoire se crispe. « Vous êtes sûr, suivi et confirmé, monsieur. Pas de violation, pas de faux numéros. L'appel a été passé d'ici, et monsieur, nous pensons que c'était délibéré, éventuellement pour financer quelque chose. Ou pour couvrir quelque chose. » Le roi se détourna, regardant la pelouse du palais par la fenêtre. Pendant un long moment, il ne parle pas. Quand il l'a fait, sa voix était silencieuse. Personne d'autre ne doit savoir. Pas encore. Je suis d'accord, a répondu Clément. Mais s'il s'agit d'un acte interne, il se peut que nous ne puissions pas nous appuyer sur le protocole. Je propose une approche différente. Une approche qui évite l'attention des médias. Que suggérez-vous ? Demanda Charles en se retournant. Clément s'avance. Que les servantes personnelles de la famille royale procèdent à une fouille discrète de chaque résidence et de chaque chambre. Pas d'uniforme, pas de presse, pas de suspicion. Nous les informerons avec soin. Seulement les plus fiables. Charles réfléchit puis acquiesce lentement, et pour les motiver, il faut leur promettre une reconnaissance. Une citation royale. Pour que le jeu en vaille la chandelle. « C'est fait », dit le roi. Ce soir-là, une réunion privée fut convoquée. Toutes les femmes de chambre, tous les valets et tous les serviteurs de confiance des membres de la famille royale sont rassemblés dans la chambre souterraine de l'aile est. Le roi Charles lui-même s'est adressé à eux. « Je m'adresse à vous non seulement en tant que souverain, a-t-il dit, mais aussi en tant que fils pleurant sa mère. Son héritage a été entaché. L'un d'entre vous peut aider à le restaurer. Si vous trouvez quoi que ce soit n'importe quoi, vous devez le signaler directement à Sir Clément. Et je promets au nom de la couronne que votre loyauté sera honorée. La recherche commence immédiatement et discrètement. Chaque femme de chambre se déplace comme une ombre dans les quartiers qui lui ont été attribués, silencieuse et invisible. Pendant 2 jours, rien ne remonte à la surface. Tous les membres de la famille royale ont été traités sur un pied d'égalité. William, Anne, Edward et même Charles lui-même.
Mais dans la soirée du dimanche 14 mai, quelque chose s'est brisé. L'une des femmes de chambre du palais, Eleanor Hartridge, affectée à l'aile privée de Camilla, se présente à Clément. Elle était essoufflée pâle. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose », dit-elle dans la chambre de la jeune Elisa. Elisa répéta Clément. « La petite fille de Camilla, oui, monsieur. Il se trouvait dans une boîte à bijoux en forme de lapin, cachée sous son armoire. Il s'agit de la broche Saphir Jubilé, l'un des objets qui aurait disparu de la collection de la reine. Eleanor le lui remet avec des mains gantées. En moins d'une heure, la broche est confirmée. Elle était bien réelle. Et il n'était pas sorti de la chambre forte depuis la mort de la reine. Clément et le roi l'ont regardé en silence. Une seule personne aurait pu y avoir accès et le transmettre, a déclaré Clément, la reine Camilla. « Faites-la venir, dit Charles. Camilla arrive 20 minutes plus tard, vêtue d'un manteau vert foncé et de perles. Elle entre dans la chambre privée où Charles Clément et Donna l'attendent. « Charles, dit-elle légèrement, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il » Le roi ne répondit pas. Il fit un geste vers la broche posée sur le plateau de velours. Trouvée dans la chambre d'Elisa, a dit Clément sans embâge. Et l'appel qui a demandé à Halton d'accéder à la chambre forte, nous l'avons tracé. L'appareil se trouvait dans son aile, la même pièce en fait, où nous avons trouvé la broche. Camilla n'a pas bronché. Elle a fixé l'objet, puis à Charles. « C'est absurde, dit-elle. Vous pensez que j'ai demandé à quelqu'un de voler le coffre-fort de votre mère et de le cacher chez ma petite-fille. Personne d'autre n'aurait pu y avoir accès, Camilla, dit Charles la voix lourde. Ce n'est pas une accusation légère. C'est une trahison. C'est un coup monté, s'insurge-t-elle. Quelqu'un veut salir ma famille. C'est une affaire politique. Il en a toujours été ainsi. Vous n'avez jamais fait confiance à ma lignée. Alors dites-nous, dit Clément, qui voudrait faire cela? Qui d'autre aurait les moyens, l'accès et le mobile? Camilla est restée silencieuse, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. À ce moment-là, Camilla savait qu'il n'y avait plus rien à cacher. Les preuves étaient trop précises. La piste était trop claire. Mais même dans ce cas, elle n'était pas prête à s'avouer vaincue. Pas complètement. Elle a redressé le dos, regardé directement le roi Charles et dit calmement mais fermement. « Je ne l'ai pas volé. J'ai pris ce qui m'avait été promis, du vivant de votre mère. Elle m'a dit elle-même que ce bijou serait à moi un jour. Alors pourquoi le garder enfermé? Pourquoi attendre d'où vient votre intérêt pour les chevaux? Je ne faisais qu'honorer ces paroles. De plus, Kate et Meghan possèdent beaucoup de bijoux de Diana. Pourquoi ne puis-je pas avoir celui-ci? » Le silence s'est installé dans la salle. Aucun membre de la famille royale n'a bougé. L'air s'alourdit. Mais Charles n'est pas ému par les sentiments. Ses yeux fatigués et aiguisés scrutent les siens à la recherche de la vérité. Et j'ai trouvé autre chose. Une justification, pas un remords. Avec une force lente et délibérée, le roi Charles convoque les principaux membres de la maison royale et annonce ce qui deviendra l'une des décisions royales les plus controversées depuis des décennies. Avant tout le monde, il a dépouillé Camilla de ses fonctions cérémonielles, de ses titres et de toute revendication future sur les biens royaux pour elle-même ou sa famille. Cette monarchie, a-t-il déclaré, a été construite sur le service et la confiance. Si nous perdons cela, nous perdons tout. Le soir même, la nouvelle est tombée. Si vous le voulez bien, je vous ramène au début. Les écrans de télévision du Royaume-Uni s'illuminent de gros titres. La reine Camilla est déchue de ses droits royaux à la suite du scandale de la disparition d'un bijou. Le palais confirme. Le roi Charles prend une mesure sans précédent à l'encontre de sa consort. Les médias sociaux ont explosé. Certains ont été choqués, d'autres ont été soulagés. Nombreux sont ceux qui se demandent si elle l'a vraiment volé ou si la reine a effectivement fait une promesse privée. Mais la réponse de la majorité était claire. Justice a été rendue. Ce soir-là, peu avant 21 h, le roi Charles a diffusé un message vidéo préenregistré à l'intention de la nation. Il apparaît visiblement épuisé, mais serein. Assis derrière son bureau, l'écusson royal derrière lui. « Mes chers compatriotes », a-t-il commencé concernant l'affaire des bijoux royaux disparus.
Il est vrai qu'ils ont été trouvés en possession d'un membre de ma famille. Cette personne a maintenant subi les conséquences prévues par notre code royal. Il ne s'agit pas d'un moment de célébration, mais d'un devoir accompli. Il a également félicité toutes les personnes chargées des enquêtes. Et c'est tout ce qu'il a dit. Bien que ce soit l'un des messages les plus difficiles qu'il ait jamais délivrés, et peut-être la décision la plus douloureuse qu'il ait jamais prise, c'est aussi la plus importante. Parce que parfois donner l'exemple, laisser un héritage de responsabilité, est plus important que de préserver l'amour. Et par-dessus tout, la couronne doit toujours passer en premier. Alors que pensez-vous de la rupture choquante entre la reine Camilla et le roi Charles? La justice a-t-elle vraiment été rendue, ou ce drame royal est-il plus complexe qu'il n'y paraît? Partagez vos opinions avec nous dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante sur votre écran et vous l'apprécierez.